particulières qui viennent du processus induit par les formes d'urbanisation auxquelles on est confronté. Alors, il y a énormément de risques. J'en ai choisi quelques-uns parce qu'ils sont particulièrement significatifs. Je ne pouvais pas éviter la question des risques sanitaires compte tenu du contexte qui est le nôtre depuis 2 ou 3 ans. Alors, dans les risques sanitaires, il y a plusieurs choses à dire. Il y a d'abord des problèmes respiratoires récurrents qui sont liés tout simplement à la pollution de l'air en ville. Ce n'est pas pour rien que maintenant, dans un certain moment, on limite la circulation des véhicules dans certaines villes, partout dans le monde. On le fait maintenant en France, mais on le fait depuis un moment au Japon, par exemple, et ailleurs. Ça n'est pas pour rien. Il y a des problèmes importants qui se sont développés, qui ont bien été observés. On a travaillé avec des médecins, des médecins spécialisés sur les problèmes pulmonaires, la multiplication des cas d'asthme et des bronchiolites, notamment chez les tout petits enfants. Il y a aussi un phénomène qui s'associe inéluctablement à l'urbanisation, pas seulement, mais particulièrement à l'urbanisation, c'est les phénomènes de toxicomanie et des maladies, je dis dérivées, on devrait dire plutôt associées. C'est-à-dire que, évidemment, puisqu'il y a énormément de monde, on est à 80% de la population française en espace urbanisé maintenant, évidemment, avec le monde et le mode de fonctionnement des espaces urbanisés, c'est-à-dire beaucoup de gens concentrés et qui se croisent et échangent en permanence, évidemment, il y a un phénomène de diffusion de la toxicomanie qui est extrêmement important. Et des maladies associées. Par exemple, l'hépatite C. Par exemple, le HIV, qui sont des suites importantes. Au niveau de l'ONU, on recense que plus de 26% en 10 ans de toxicomanes dans le monde, dont la plus grande majorité sont dans des espaces urbains. Et en matière d'épidémie, Antonio Guterres, qui est un secrétaire général de l'ONU, a précisé dans un rapport que les villes sont évidemment des épicentres épidémiques. 90% des cas de Covid à l'échelle mondiale ont été observés en milieu urbain, avec évidemment tous les facteurs aggravants des milieux urbains frappés d'inégalités sociales, les facteurs agissant derrière étant évidemment la densité, les déplacements, les grandes surfaces, les transports en commun, etc. Enfin, un autre risque aussi, qui est inévitable, on le sent monter, on en parle aujourd'hui de plus en plus, les risques d'insécurité urbaine et périurbaine. Et là, il faut quand même s'intéresser aux formes et aux facteurs de ces types de risques. Alors, les facteurs d'insécurité sont évidemment nombreux et entremêlés. Alors, il se trouve qu'avant d'être géographe classique, si j'ose dire, dans le monde de la géographie contemporaine, j'ai été spécialisé en biogéographie et en biogéographie animale, et j'ai travaillé pendant 7 ans au Muséum d'histoire naturelle en biologie des populations. Et ça me permet d'intégrer dans la réflexion sur les risques, les facteurs de risque d'insécurité, un phénomène fondamental qui est bien connu en dynamique des populations, ce qu'on appelle les phénomènes dépendants de la densité, c'est que la densification et l'intensification des interactions entre êtres vivants favorisent l'apparition d'agressivité, le comportement agressif. Or, l'homme est quelque part aussi un animal. Et il n'échappe pas à cette règle qu'on observe chez tous les animaux, les rats, les lemmings et tout un tas d'animaux, c'est que si on les concentre dans un espace restreint, avec énormément d'interactions, au bout d'un moment, il y a un processus général qui se répand au milieu de la population, qui est un processus d'agressivité, d'hypersensibilité. Bien entendu, il y a beaucoup d'autres facteurs.
il y a des facteurs très variés, sur lesquels je n'ai pas le temps ici de m'appesantir, des communautarismes antagonistes, des ségrégations sociales, des radicalisations en tout genre, la toxicomanie, le développement des gangs, le terrorisme, etc., etc. Vous avez tous en tête que tous ces éléments-là sont particulièrement en activité dans les zones de concentration urbaine. Alors ça prend des formes qui peuvent être très diverses. Vous avez une augmentation qui s'observe depuis des dizaines d'années et qui s'accélère maintenant, des violences individuelles faites aux personnes. Alors, tout le monde a en tête la réputation de villes comme Mexico, Bogota ou aux États-Unis. Hein, c'est extrêmement connu. Ou aussi en Afrique du Sud, qui concentre une criminalité absolument invraisemblable. Mais en France, le phénomène se développe également. Paris, Marseille, Nice, Rennes et bien d'autres sont devenus des villes qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'elles étaient il y a 30 ans, du point de vue de la sécurité individuelle. Mais il se développe également des formes organisées, en quelque sorte, de violence, qu'on appelle les violences collectives, urbaines et souvent périurbaines. Alors, j'en cite deux ici, mais on pourra en citer beaucoup d'autres. Vous vous souvenez tous des émeutes des banlieues de 2005, qui avaient dans certains cas amené à un état, quasiment un état de siège dans certains endroits, ou plus récemment, ce qui s'est produit au Stade de France pour la finale de la Champions League de football. La difficulté, c'est qu'on se rend compte que la prise en charge de ces problématiques-là, par les politiques, par les forces de l'ordre et les gestionnaires, devient de plus en plus problématique. Et il est clair que ce soit pour les risques industriels qu'on a vus précédemment, ou que ce soit pour les risques d'insécurité, il faut bien dire les choses comme elles sont. Et celui qui vous le dit tout devant vous en ce moment est au plus près de l'état-major de la gendarmerie nationale, et il en a eu confirmation auprès d'eux, puisqu'on travaille ensemble. Ils ne sont plus en état de faire face. Si les choses prennent de l'ampleur, se démultiplient, les forces de l'ordre sont dépassées. Il faut bien le savoir. Donc on est dans une situation qui est extrêmement problématique. Alors, bon, j'ai été sans doute un peu long, il est temps de conclure. Conclure, c'est un problème. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de solution miracle dans l'état actuel des choses. On fait un constat, j'ai dressé un certain état des lieux, on constate quoi? Une crise générale. Et les villes et leurs périphéries sont d'excellents indicateurs de cette crise générale. La crise générale des sociétés modernes, qui sont en train de quitter un mode de fonctionnement, tentent d'en trouver un autre, mais tâtonnent énormément, et en attendant, accumulent des déséquilibres et des conflits. Autrement dit, le système atteint ses limites d'adaptation. Et la question des villes est extrêmement intéressante parce qu'elle est emblématique de tous les forçages du monde en marche. À force d'avoir de plus en plus de monde, à force d'accélérer tous les processus, notamment avec le rôle de l'informatique, qui démultiplie la vitesse de circulation de l'information, mais aussi de la désinformation, et aussi des prises de décision, bonnes ou mauvaises, et aussi les flux financiers. Maintenant, en 1/10 de seconde, on fait des investissements et on joue sur les plaques boursières aux quatre coins de la planète. Eh bien, on a créé une complexité qui semble bien échapper à tous les acteurs, quel que soit leur niveau. Qu'ils soient au plus haut niveau des décisions internationales, des décisions nationales ou même des décisions individuelles. Alors, évidemment, tout cela pose le problème de cet objectif annoncé depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, qui est le développement durable. Ça pose le problème du développement et de sa durabilité.
Les objectifs du développement durable s'organisent autour de 3 piliers. Le pilier social, le pilier économique et le pilier environnemental. Donc, l'objectif annoncé, officiellement poursuivi, c'est une société dans un monde équitable, vivable et viable. Mais vous avez bien vu à travers tout ce que je vous ai montré qu'en fait, on est prisonnier de contradictions, d'incohérences, d'injonctions contradictoires, et que le monde devant lequel on se trouve est aujourd'hui dominé par l'incertitude et l'indécision. Regardez, à titre d'exemple, ce qui vient d'arriver avec la guerre en Ukraine a complètement bouleversé la donne mondiale, et pour un moment, et remet en question des tas de choses qui semblaient établies depuis longtemps, hein, sur la circulation énergétique, sur la disponibilité de ressources alimentaires, voire même la question de la sécurité nucléaire, etc., etc. Autrement dit, je terminerai sur, non pas une réponse à la question posée, mais un autre niveau de la question, ce que j'appelle la question qui fâche, c'est quel est l'avenir de la ville? Autrement dit, sous quelle forme et pour quel type de société? Et je terminerai en vous laissant lire 2 citations d'auteurs qui sont très intéressants sur cette question-là. L'un est Martin Oppenheimer, qui a notamment écrit un ouvrage qui s'appelle Guérilla urbaine. C'est quelqu'un qui justement se pose la question de l'évolution des villes et du sens du développement des villes dans le monde moderne, et qui dit ici très clairement: aujourd'hui, la ville est la structure sociale la plus vulnérable jamais conçue par l'être humain. Et une autre citation, qui elle sera un autre plan, mais qui est un plan extrêmement important, le plan de la complexité et de la remise en question de nos modes d'observation et d'interprétation de ce qui nous entoure. C'est Arthur Schopenhauer qui dit qu'en réalité, ce qui est important aujourd'hui, c'est pas tant de faire de nouvelles découvertes que d'apprendre à penser différemment, réfléchir différemment, regarder différemment ce qu'on a déjà sous les yeux et qu'on n'a pas su regarder à sa juste mesure et avec les perspectives qui déjà étaient en marche et nous échappaient. Je vous remercie.